Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Arthur. Bonsoir Elisara. Bienvenue sur EEJ News, voici les titres de l'actualité de ce lundi. La décision est prise, le Parlement a adopté la loi contenant le très controversé pass vaccinal hier soir. Contrôle d'identité et vaccination requise à partir de 16 ans. Nous verrons ce que ces mesures changent pour les Français. 10 000 € d'amende, c'est la condamnation d'Éric Zemmour pour incitation à la haine et injures raciales. En septembre 2020, le candidat à l'élection présidentielle avait qualifié les mineurs isolés de voleurs, violeurs et d'assassins. Le procès entamé en novembre s'est achevé dans l'après-midi. Nous retrouverons Brice Donadigue au Palais de justice de Paris. La quasi-gratuité des universités remise en cause. S'il vient à être réélu, Emmanuel Macron souhaite basculer vers un système libéral de l'enseignement supérieur, mais les étudiants ne voient pas ce projet d'un bon œil. Et enfin, Sganarelle, Scapin et Tartuffe ont fêté l'anniversaire de leur créateur samedi. 400 bougies pour Molière, un symbole de la littérature française, toujours joué dans les théâtres et étudié dans les écoles. La passe d'armes a duré 2 semaines entre le Sénat et l'Assemblée et ça y est, le Parlement a adopté le projet de loi remplaçant le pass sanitaire par le pass vaccinal. Il devrait entrer en vigueur d'ici quelques jours. Qu'est-ce que ces nouvelles mesures vont changer dans le quotidien des Français? Éclairage avec Colline Lemoyle-Gardin, Mathilde Dubois et Brice Donadille. Depuis plusieurs mois, Et sinon, il y a des gens positifs dans votre école? cette question est devenue un rituel pour Karine et ses 2 filles. Avec l'adoption du pass vaccinal, Louise, 16 ans, sera bientôt contrainte de se faire vacciner, comme sa mère. Louise, elle est en âge où elle a envie de sortir, donc... Dans tous les cas, il n'y a pas trop le choix, quoi. Enfin, c'est un peu compliqué de ne pas le faire et de suivre le cours de sa vie, entre guillemets, normalement, depuis qu'il y a le Covid. La cadette, Mathilde, a 12 ans. Elle ne sera donc pas obligée de se faire vacciner. Le casse-tête administratif continue pour les familles, puisque parents et enfants n'auront plus les mêmes papiers à présenter. Le pass vaccinal ne concernant que les personnes de plus de 16 ans. Autre changement avec cette loi, la possibilité pour les restaurateurs de demander une pièce d'identité en plus du pass vaccinal. Une permission qui n'est pas au goût de tout le monde, comme dans ce restaurant parisien. On ne demande pas la carte d'identité, c'est pas notre rôle, c'est pas notre travail de demander la carte d'identité, on demande seulement le pass. On n'est pas flic, c'est pas notre métier, donc on fait juste ce qu'on nous demande et voilà. Mais alors, une question reste encore en suspens. Quand cette loi rentrera-t-elle en vigueur ? Mécontents de la décision de l'Assemblée nationale, 60 députés, menés par la France insoumise, ont saisi le Conseil constitutionnel aujourd'hui afin d'apporter des modifications à la plupart des mesures du texte. Il y a donc le pass vaccinal en intégralité, vous l'avez compris, le dispositif en lui-même. Et il est saisi aussi sur l'aspect vérification d'identité qui a, comme vous l'avez vu, suscité beaucoup de débats, sur l'aspect de l'application auprès des mineurs et notamment sur les déplacements en train, sur l'augmentation aussi des amendes en tant que telles. Et donc voilà les points principaux sur lesquels le recours va s'appuyer. Le gouvernement espère une entrée en vigueur de la loi dès le 20 janvier, à condition que les juges constitutionnels valident le texte. Avec l'instauration du pass vaccinal, le gouvernement espère inciter les Français à se faire vacciner. Mais pour certains, tous les moyens sont bons pour éviter à tout prix la vaccination. C'est l'enquête de la rédaction. Cela fait bientôt 2 ans qu'ils veulent nous empêcher de vivre. Ils estiment leur liberté bafouée. Liberté! Trouvent des alternatives au pass vaccinal. Ça ne nous empêche pas de vivre, de ne pas avoir le pass sanitaire. On vit autrement. Faux pass, contamination volontaire ou isolement total, ils sont prêts à tout pour éviter la vaccination. Je n'ai pas peur de la mort. Qui sont-ils? Pourquoi sont-ils si réfractaires à la piqûre? Et jusqu'où sont-ils prêts à aller? C'est le rendez-vous hebdomadaire des manifestants. Tous les samedis, plusieurs milliers de Français protestent contre le pass sanitaire. On veut retrouver toutes nos libertés, on veut l'abolition du pass vaccinal. Parce que ce n'est plus sanitaire, c'est politique. On utilise le vaccin pour aboutir à, je pense, à un contrôle de la population. Je suis de plus en plus persuadée qu'on nous trompe, qu'au bout d'un moment, c'est une sorte de folie collective. Au milieu de la foule, sans masque, ils ne respectent pas les gestes barrières. Ces réfractaires représentent 12% de la population. Loin de cette frénésie parisienne sur l'île de Ré, l'atmosphère est beaucoup plus calme. Dans la brume d'hiver, le village de Saint-Martin semble hors du temps. Hors du temps, Marie-Rose a choisi de l'être. Comme 5 millions de Français, elle fait partie des non-vaccinés.
Nous trouvons encore des tout petits restaurants, des petits boui qui font des plats emportés. On les achète et on s'en va sur le bord de plage, manger au bord de plage. Ça ne nous empêche pas de vivre, de ne pas avoir le pass sanitaire. On vit autrement. Prendre un café en terrasse, un lointain souvenir pour elle qui depuis 2 ans trouve des stratégies afin de consommer différemment. Et donc maintenant, c'est que des consommations emportées comme ça? Oui, c'est parfait, ça nous va, on se balade, ça sort sur le port. Celle qui dit faire partie des emmerdés compte bien continuer de vivre. Marie-Rose, comme les autres non vaccinés, vit un pseudo-confinement depuis près de 2 ans. Le confinement pour lui, certainement pas. John Doe n'est pas vacciné, il a pourtant choisi de ne rien changer à son quotidien. Pour croquer la vie à pleines dents, John continue de fréquenter ses lieux préférés. Par rapport justement à ce faux pass sanitaire, donc vous refusez de l'acheter même si vous pouvez, est-ce que vous avez déjà utilisé le pass de quelqu'un d'autre? Oui, 3-4 fois ça m'est arrivé. Au début justement pour aller boire un verre ou au resto. Et au fil du temps, en fait, j'ai trouvé des endroits, des bars, des restos qui tout simplement ne le demandent pas. D'accord. Donc du coup, j'ai plus besoin d'utiliser celui de Pierre-Paul Jacques pour pouvoir aller boire un verre ou manger tranquillement. Si pour le moment il n'a jamais acheté de passe sanitaire, le simple fait d'en posséder un peut lui coûter cher. Selon la loi, produire, vendre ou utiliser un faux pass peut être puni de 75 000 € d'amende et 5 ans de prison. Des comportements à risque qui inquiètent les spécialistes, comme l'affirme Sophie Ismaël. Maintenant, à la 4e, 5e vague, où on a 2 types de patients hospitalisés, toujours les patients non vaccinés, et à côté de ça, les patients qui ont une forte immunodépression, pour lesquels les vaccins ne marchent pas. Le problème, en fait, c'est surtout gérer la surcharge à l'hôpital. Et là, les hôpitaux, ils sont pleins, mais uniquement de gens non vaccinés. Donc l'intérêt de se faire vacciner ne pose pas de doute, en fait. C'est sûr que c'est un moyen d'être immunisé, le vaccin. C'est vrai que ça paraît complètement irrationnel de ne pas utiliser ce moyen-là. Un avis scientifique bien loin d'être partagé par tout le monde. Pour éviter le vaccin mais obtenir le pass sanitaire, Alexandre a opté pour une toute autre méthode. Comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va. Bien loin des recommandations médicales, le jeune homme a tout fait pour contracter la Covid-19. Ouais, c'est le genre de soirée qu'on fait. On n'est pas grand monde habillé, tout le monde vit, tout le monde boit dans les verres de l'autre. Il n'y a pas de geste barrière. Il y a toujours quelqu'un qui est contaminé. Quand on vient dans cette soirée-là pour le choper. Et après on fait un test chimique en espérant qu'on l'ait. Si pour Alexandre, la soirée était organisée par des amis, ce n'est pas toujours le cas. Certaines personnes utilisent la pandémie comme façon de s'enrichir et la contamination a un prix. On commence à regarder sur internet, sur Snap, sur Facebook, notamment beaucoup sur Facebook. On avait proposé des soirées à 150 €. Si la pratique est de plus en plus répandue, elle n'est cependant pas sanctionnée par la loi. Certains Français ne manquent pas d'imagination pour échapper au vaccin. S'ils n'ont pas peur pour leur santé, ils ne veulent pas non plus mettre en danger leurs proches. Alors que 125 000 personnes ont déjà perdu la vie en France des suites du Covid. Le pass vaccinal va entrer en vigueur dans les prochains jours. Quelles seront les réactions des réfractaires? Resteront-ils sur leur position ou finiront-ils par céder à la vaccination? C'est l'heure de la piqûre! C'est l'heure de la piqûre! Le préfet de police vient de l'annoncer il y a quelques heures, le port du masque redevient obligatoire à Paris et en Île-de-France, dans les lieux les plus fréquentés. Il faudra désormais le porter dans les marchés, devant les écoles, aux arrêts de bus et dans les files d'attente. Vendredi dernier, le tribunal administratif avait suspendu l'obligation du port du masque dans la capitale. La peine est tombée, 10 000 € d'amende pour Éric Zemmour. Son dernier procès en date pour provocation à la haine et injure raciale s'est clos dans l'après-midi au tribunal de Paris. Brice Donaldil, vous êtes sur place. Un jugement qui s'est rendu sans la présence du polémiste et du candidat à l'élection présidentielle, c'est bien ça ? Effectivement, Éric Zemmour ne s'est une fois de plus pas rendu à son propre procès. Il a suivi les conseils de son avocat qui craignait que sa présence au tribunal ne serve de tribunal médiatique. Le candidat à l'élection présidentielle était jugé en novembre dernier pour avoir qualifié sur CNews les migrants mineurs isolés de voleurs, d'assassins et de violeurs. Le parquet avait requis à l'époque une peine de 10 000 € d'amende pour le polémiste. C'est chose faite et Maître Pardo, l'avocat d'Éric Zemmour, se dit révolté de la peine prononcée alors que du côté des parties civiles, elle n'est pas assez lourde. Nous étions poursuivis pour les migrants isolés et voilà que nous sommes condamnés sur les immigrés. Il s'agit d'un dévoiement. Nous poursuivre pour provocation à la haine raciale n'avait pas de sens. Dès lors, cette transformation m'amène à recommander à mon client de faire appel. La condamnation est très faible aujourd'hui.
nous aurions espéré la privation des droits civiques. Et donc Éric Zemmour va pouvoir continuer sa carrière politique sans privation des droits civiques. La privation des droits civiques serait la sanction la plus efficace pour stopper les velléités de propager la haine raciste, comme ça l'a été fait pour d'autres personnalités publiques par le passé. Le polémiste, habitué aux sorties controversées, avait été contraint de quitter CNews en septembre dernier en raison de ses ambitions présidentielles. C'est un habitué des procès puisqu'il a été condamné à 2 reprises pour provocation à la haine. Et son parcours judiciaire n'est pas fini. Il doit encore être jugé en appel ce jeudi pour contestation de crimes contre l'humanité, après avoir soutenu en 2019, sur CNews toujours, que le maréchal Philippe Pétain avait sauvé des juifs français. Au total, ce sont 9 procédures qui sont déjà en cours et de nouveaux jugements devraient suivre dans les prochaines années. Merci Brice et Yazid El Khalifa. Le secret reste entier, la justice entame de nouvelles fouilles pour retrouver le corps de Delphine Jubilard à Cagnac-les-Mines. Des militaires et des unités spécialisées ont été déployés pour accompagner les gendarmes. Les fouilles se concentrent autour d'une ferme qui a brûlé en avril dernier, près de là où habitait le couple. Un périmètre de sécurité a été établi. Cédric Jubilard, alors en prison, aurait confié à l'un de ses codétenus y avoir enterré sa femme. Le procès des attentats aurait dû reprendre demain, mais un des accusés a été testé positif au Covid. Les 14 accusés ont commencé leur audition au début de la semaine dernière. Si la plupart tentent de minimiser leur peine, d'autres se posent déjà la question de leur réinsertion. La question est-il possible de réintégrer ces individus dans la société ? Écoutez la réponse d'Antoine Casubolo, avocat de l'Association française des victimes du terrorisme. Dans le box, c'est que des gens qui sont déscolarisés, qui ont décroché de notre société et qui se rabattent sur une seule chose, la mosquée. La mosquée. Voilà, dans des cités qui sont devenues des ghettos, dans des cités où il n'y a plus de centres commerciaux, il n'y a jamais eu de café, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de centre-ville. Est-ce qu'il peut purger sa peine, payer sa dette à la société et se réintégrer? Est-ce qu'on peut le réadapter? Pour certains, mais il y en a pour lesquels je pense que je ne pense pas qu'ils puissent être réintégrés. Ça, c'est une chose. Et puis, c'est à nous d'avoir de l'espoir aussi, de dire oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Ils peuvent. Est-ce bientôt la fin de la quasi-gratuité des universités? C'est le projet d'Emmanuel Macron à l'approche de la présidentielle, à l'heure où la précarité étudiante est une problématique majeure. Nos reporters Mathis Silly, Kenza Toumi et Mathis Melon ont pris la température chez les étudiants dans les universités. On ne pourra pas rester durablement dans un système où l'enseignement supérieur n'a aucun prix pour la quasi-totalité des étudiants, où un tiers des étudiants sont considérés comme boursiers et où pourtant nous avons tant de précarité étudiante. L'annonce d'Emmanuel Macron a fait l'effet d'un séisme dans les universités. L'objectif du chef de l'État étant de la rendre plus professionnalisante et de leur donner plus de moyens. À Paris Diderot, les étudiants boursiers et non boursiers rejettent cette proposition. En vrai, c'est pas très juste. Je pense que la réforme, elle est là aussi pour privilégier certains. Moi, dans le sens où je suis boursière, c'est pour une bonne raison, parce que je peux pas me permettre de payer autant. Ça favorise certains et ça en défavorise d'autres. Le chef de l'État pointe de multiples problèmes structurels. Dans les bureaux des universités, cette prise de parole ne fait pas l'unanimité. Ce secrétaire pédagogique, en charge des frais de scolarité, a du mal à comprendre l'objectif du président. Alors moi, ce que je comprends, c'est qu'ils ont quand même, dans leur discours, expliqué qu'ils allaient élargir la bourse à plus d'étudiants. Donc c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Donc, ça veut dire que ça va coûter plus cher à l'État si les frais d'inscription sont plus chers en payant des bourses des étudiants qui vont pas payer leurs frais de scolarité. Donc j'arrive pas trop à comprendre la logique là. Le constat est clair. La France reste depuis au moins 2 ans un des leaders européens de la scolarité quasi gratuite. Contrairement à ce qui se passe aux États-Unis ou en Angleterre, où les études supérieures représentent des frais exorbitants. Pour les étudiants d'une école américaine parisienne, leur réaction est mitigée. Les Français sont chanceux, car même s'ils payent cher leurs impôts, ils ne sont pas comme nous les Américains. Nous nous retrouvons fortement endettés pour payer nos frais de scolarité, alors que les étudiants ici ont accès à des services gratuits, comme le système de santé et l'accès quasiment gratuit à l'école. Je comprends que les frais d'université aux États-Unis soient très chers et je comprends aussi cette idée de vouloir privatiser l'enseignement supérieur. Mais l'éducation ne doit pas être gratuite, elle doit être payée par quelqu'un. Cette déclaration d'Emmanuel Macron a fait bondir l'opposition. Valérie Pécresse dénonce une provocation de la part du chef de l'État et Yannick Jadot accuse le président d'être anti-jeune. Et les étudiants ne sont pas les seuls à être en colère. Une intersyndicale appelle à continuer la mobilisation des enseignants dans les écoles, collèges et lycées ce jeudi.
Entre ras-le-bol et incompréhension des mesures sanitaires, ils réclament un investissement massif et des engagements concrets de la part du gouvernement. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, leur avait promis 5 millions de masques FFP2 et 3 000 contractuels après la dernière mobilisation. Lors de cette première mobilisation, la moitié des écoles étaient fermées. 29 centimes, c'est le prix d'une baguette de pain chez Leclerc et il suscite l'indignation des boulangers. Alors que les grandes surfaces continuent leur course au prix bas, cette baisse de prix devrait être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Reportage Thomas Degnaud, Clément Labonne. Une semaine après la polémique, le prix de la baguette Leclerc est-il toujours à 29 centimes? Pour le savoir, nous partons avec une pièce d'1 euro et normalement, ça devrait suffire. Alors que les prix fondent, les rayons de pain ne cessent de s'agrandir. Pendant 6 mois, Leclerc va geler le tarif de sa baguette. Devant ce magasin de région parisienne, Mourad dénonce les conséquences de cette stratégie. Lorsque Leclerc est implanté à côté, les petits boulangers, ils en prennent un coup. Chose promise, chose due, avec moins d'1 euro, nous repartons avec 3 baguettes. Face à ce prix dérisoire, qu'en pensent les boulangeries artisanales? Direction Boulogne-Billancourt pour en savoir un petit peu plus. Bonjour. Bonjour. Je vais vous prendre une baguette traditionnelle s'il vous plaît. Oui, bien sûr, une préférence de cuisson? Pas trop petit. 2 Français sur 3 consomment du pain tous les jours. Pratique et facile à manger, ce symbole de la culture française coûte en moyenne 1 euro. Dans cette boulangerie, on mise sur le mélange des bons ingrédients. Moi, ce qui me désole, c'est je me demande quelle est la qualité de cette baguette-là. Comme chez Thierry Meunier, on paye le prix, mais on sait ce qu'on achète. La baguette Leclerc ne peut pas se comparer avec une baguette de meilleur ouvrier de France. Avec la hausse du cours du blé, la baguette a connu une hausse de 20 centimes depuis le début de l'année, une contrainte de plus pour les boulangers et les grandes surfaces. C'est une première depuis 11 ans. Le livret A va augmenter à compter du 1er février 2022, un taux d'intérêt qui va même doubler en passant de 0,5 à 1% cette année. Pour en parler, nous retrouvons notre chroniqueur Thomas Leduc. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Alors le livret A reste le placement d'épargne préféré des Français, alors c'est forcément une bonne nouvelle après une décennie sans augmentation, non? Effectivement, le livret A existe depuis 1818 et c'est toujours le placement le plus populaire. Un chiffre, pour illustrer cela, 56 millions, c'est le nombre de personnes en France qui en détiennent un. Alors oui, forcément, 0,5% d'augmentation, c'est toujours bon à prendre, mais cela ne suffit pas pour compenser l'inflation. Regardez d'ailleurs ces deux courbes, celle en bleu, c'est celle du taux d'intérêt du livret A, et celle en orange, c'est l'inflation. Comme vous pouvez le voir, le taux d'intérêt du livret A était à 2,25% il y a 10 ans, il a ensuite nettement baissé avant de stagner pendant plusieurs années, et donc de remonter légèrement à 1% cette année. Et quand on compare avec celle de l'inflation, eh bien, il y a un vrai contraste puisqu'elle continue d'augmenter, et elle a d'ailleurs accéléré de 1,6% cette année. Alors forcément, ce taux de 1% ne permet pas de compenser la hausse du coût de la vie des Français, paraît même moins bénéfique puisqu'ils y perdraient finalement au change à cause de l'inflation. Alors finalement, Thomas, avoir un livret A en 2022, est-ce que ça vaut toujours le coup? Eh bien la réponse n'est pas si simple, c'est un placement qui a ses avantages et ses inconvénients. Commençons donc plutôt par le positif. Il sera très facile à ouvrir, il vous suffira seulement de 10 €, vous pourrez retirer de l'argent quand bon vous semble, et vous ne paierez pas d'impôt sur ces mêmes revenus, mais il y aura surtout un risque zéro. Effectivement, lorsque vous mettrez de l'argent sur votre livret A, il ne va pas diminuer ou disparaître. Cependant, il y a des inconvénients, ou plutôt un inconvénient, un taux d'intérêt très faible, donc de 1%. Vous n'allez donc pas gagner beaucoup d'argent grâce à votre livret A, notamment lorsqu'on le compare à d'autres alternatives pour ceux qui aiment prendre un peu plus de risques. Et justement, quelles sont ces alternatives? Eh bien, il en existe plusieurs, mais de plus en plus de Français se tournent vers la crypto-monnaie. Alors la crypto-monnaie, qu'est-ce que c'est? C'est une monnaie numérique qui ne nécessite pas de banque classique avec des guichets et qui se transmet via un réseau informatique. Et il existe même désormais des livrets crypto qui ont un avantage assez net sur le livret A. C'est un taux d'intérêt à 5%, donc 5 fois plus que celui du livret A. Alors forcément, si je vous dis ça, ça paraît alléchant, mais il y a des inconvénients à prendre en compte, notamment le fait que ce ne soit pas un livret accessible pour le grand public. En effet, il faudra débourser 40 000 € pour ouvrir ce livret et vous ne pourrez même pas retirer de l'argent quand bon vous semble. Mais il y aura surtout un risque constant qu'une crypto-monnaie s'effondre. En effet, vous pouvez le voir ici sur le prix du Bitcoin qui joue un peu les montagnes russes depuis plusieurs années. On peut voir d'ailleurs qu'à plusieurs reprises, c'est arrivé que du jour au lendemain, il chute complètement et perd donc plusieurs milliers d'euros en termes de valeur. Et même si des crypto-monnaies plus stables existent, le risque zéro, lui, dans le monde de la crypto-monnaie, n'existe pas. Alors si vous ne voulez pas prendre le risque de tout perdre du jour au lendemain et que vous pouvez vous contenter de peu, je vous conseille plutôt de garder le livret A. Merci Thomas pour cette analyse. Merci Thomas. Décision unanime de l'Assemblée nationale. L'endométriose est désormais reconnue comme affection longue durée. Ce statut permet un remboursement total des soins, une victoire et un soulagement pour une femme sur 10 touchée par cette maladie. Longtemps ignorée, elle handicape le quotidien de nombreuses Françaises. Clara Pasland et Fania Shaimardanova ont recueilli le témoignage de l'une d'entre elles. Tous les mois, c'est le même rituel pour Séverine.
Au moment de ses règles, elle ouvre sa boîte à pharmacie pour soulager ses douleurs intenses. Sous son sourire se cache une maladie, l'endométriose, qui touche près de 2 millions de Françaises. C'est le seul médicament qui me permet d'atténuer mes douleurs. Cette affection handicape les femmes dans leur vie active et au quotidien. L'endométriose, c'est vrai que ça chamboule, c'est un dérèglement, c'est beaucoup d'inconfort au niveau de tout ce qui est intestinal. L'application Luna propose un questionnaire qui permet un autodiagnostic, une initiative qui accélère la prise en charge. Il faut en moyenne 7 ans pour être diagnostiqué. En plus, aucun traitement n'existe pour soigner spécifiquement l'endométriose. Donc, aide au dépistage parce que nous disposons donc de Luna Endoscore, qui est donc un dispositif médical certifié CE qui détermine la probabilité d'être atteint d'endométriose. La nouvelle loi permet à l'application de gagner en visibilité. Pourtant, cela ne remplace pas une consultation avec un spécialiste. On ne sait pas vraiment l'origine de l'endométriose, on la constate. Il y a des facteurs qui sont certainement en cause, comme les perturbateurs endocriniens. On voit aujourd'hui de l'endométriose chez des femmes de plus en plus jeunes, parfois même dès les premières règles. La symptomatologie a complètement changé aujourd'hui. Mais on ne sait pas pourquoi ça se produit. Les femmes atteintes recevront une prise en charge complète par l'assurance maladie. Une politique qui s'inscrit dans la stratégie nationale du président de la République pour la reconnaissance de l'endométriose. Un peu de sport à présent avec Thomas Degnaud. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Le feuilleton Novak Djokovic continue. Le Serbe est bel et bien rentré en Australie. Oui, exactement. Novak Djokovic vient d'atterrir à Belgrade, dans son pays d'origine. Et comme on peut le voir, il a été accueilli par de nombreux supporters qui l'ont attendu devant l'aéroport. Le bras de fer est donc terminé entre le gouvernement australien et Novak Djokovic, qui ne participera pas à l'Open d'Australie. Les questions que tout le monde se pose à présent, pourra-t-il participer à Roland-Garros? Élément de réponse avec Yanis Passerelle, Côme de Sprel et Alexandre Verdubissi. Dans ce club de tennis parisien, les débats ne tournent qu'autour d'un seul homme, Novak Djokovic. Entre envie de voir le Serbe à Roland-Garros et conscience sanitaire, ces licenciés ont fait leur choix. C'est compliqué. Je trouve que de ce point de vue-là, on est face à une problématique de santé publique qui prime par rapport aux problématiques sportives et que donc à ce moment-là, faire des dérogations comme ça engendrera des complications. T'es pas vacciné, tu joues pas et puis basta quoi. Si certains ont déjà fait le deuil de la présence du Serbe en France, d'autres veulent encore y croire, quitte à s'aventurer sur un terrain glissant. C'est le cas de cet adhérent qui voit dans cette décision un enjeu politique. Je pense que Djoko il est saqué pour ses prises de position récentes sur l'épidémie même. Donc ils auraient mieux fait d'être solidaires pour mettre la pression, même si là le super numéro 1 n'est pas là, c'est déjà un truc phénoménal. S'ils avaient été 10-15 dans les 50 premiers, ça n'aurait pas eu la même gueule, ça aurait été complètement ridicule. Quoi. Si le monde du tennis est partagé, il n'est pas aidé par les contradictions du gouvernement. Il y a 10 jours, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, avait indiqué que Novak Djokovic pourrait jouer Roland-Garros sans vaccin. Parce que lui ne sera pas vacciné, mais en tout cas, il pourra participer à la compétition parce que le protocole, la bulle sanitaire de ces grands événements sportifs le permettra. Une décision du gouvernement qui semble avoir changé après l'adoption du projet de loi sur le pass vaccinal, comme en témoigne ce tweet de la ministre des Sports publié hier. Le pass vaccinal a été adopté. Il deviendra obligatoire pour entrer dans les établissements recevant du public déjà soumis au pass sanitaire. Pour l'ensemble des spectateurs, des pratiquants, des professionnels français ou étrangers. Une position confirmée ce matin par le président du groupe LREM à l'Assemblée nationale, Christophe Castaner. Il n'a pas vocation à jouer s'il ne respecte pas une règle qui va s'appliquer aux spectateurs, qui va s'appliquer aux ramasseurs de balles. Vainqueur de Roland-Garros l'année dernière, Djokovic se trouve donc devant un choix. Accepter la vaccination ou voir la Coupe des Mousquetaires changer de main. De la petite balle jaune au ballon rond direction la Coupe d'Afrique des Nations, 3e journée des phases de poule et une bonne nouvelle pour le Cameroun. Exactement, le Cameroun s'est qualifié pour la suite de la compétition. Un match nul 1-1 contre le Cap-Vert avec un but de Vincent Aboubakar leur permet d'accéder aux 8e de finale. C'est une bonne chose, tout comme le Burkina Faso qui termine 2e du groupe après avoir fait match nul contre l'Éthiopie. C'est une bonne chose, ils attendent donc leur adversaire pour la suite de la compétition. Merci Thomas. Molière disait « On ne meurt qu'une fois et c'est pour si longtemps ». Il aurait fêté ses 400 ans samedi dernier, week-end de fêtes et de théâtre en France comme à l'international. De l'avare aux malades imaginaires, les célébrations rendaient hommage à ce symbole monté de toutes pièces. Benjamin Ferrand, Rufus Aonou et Arthur Giron nous font redécouvrir son héritage. Cette pièce, vous la reconnaissez certainement et son auteur encore plus. Il s'agit du Malade imaginaire de Molière. Elle a fait et continue de faire l'objet de nombreuses réadaptations. Celle-ci faite par des étudiants et acteurs de l'université de la Sorbonne.
L'objectif est de respecter l'esprit de Molière. On regarde un peu comment il avait d'essayer de le jouer un peu comme lui pouvait l'avoir conçu. C'est-à-dire qu'avec un certain nombre de gestes, un certain nombre de déplacements, de manières de jouer, de manières de prononcer, et en restituant ça, en fait, on redécouvre Molière. Orchestre, danse, chorégraphie. Pour l'interpréter, il faut pouvoir en respecter toutes les subtilités qui ont fait d'elle un succès au XVIIe siècle. Ce qui est difficile, c'est qu'il y a un style tout à fait particulier de la musique de scène du XVIIe siècle. Et si on ne connaît pas tous les codes de cette musique-là, la musique perd un peu de son sens. Même s'il n'y a jamais joué, Molière a fait de la comédie française sa maison. Certaines de ses pièces y sont jouées comme Tartuffe. À Paris, plusieurs endroits ou lieux portent son empreinte. Apprécié par les Français, Jean-Baptiste Poquelin, reconnu par son nom plus célèbre Molière, reste présent dans les mémoires. Voilà, un grand écrivain. Là, je viens d'acheter un appartement rue du Pont-Neuf où il y a la statue de Molière en façade. Et en fait, quand j'ai acheté l'appartement, on m'a dit oui, donc c'est là où est né Molière et tout ça. Et donc j'ai fait des recherches et en fait c'est totalement faux. C'était le promoteur qui avait fait ça à l'époque pour augmenter la valeur du bien. Si son nom est utilisé pour faire des affaires, il évoque aussi la francophonie. Après la défaite de la France contre la Prusse en 1870, la France elle a eu besoin de chercher son identité face aux deux puissances qui étaient l'Angleterre d'une part, l'Empire anglais et de l'autre la Prusse qui était en train de devenir l'Allemagne unifiée. Et donc du coup, il a fallu chercher un esprit français, un représentant de l'esprit français et on s'est choisi Molière. 400 ans après, Molière reste dans les mémoires et cela n'est pas près de changer. Alors Elisara, avez-vous déjà rêvé de marcher sur la Lune, de voyager au centre de la Terre ou d'explorer les fonds marins? Ah oui, complètement. Eh bien c'est désormais possible à Science Expérience. Cet établissement à Bercy Village à Paris vous propose une immersion pour tout savoir de notre planète. Et effectivement, ça m'intéresse. Bonsoir Yazid El Khalifa. Bonsoir. Vous avez testé ça pour nous et en quoi est-ce que ça consiste? C'est un parcours d'activité scientifique assez unique que je vous propose de découvrir. Vous allez devenir rapidement acteur car vous serez mis à l'épreuve. Pour commencer, décollage imminent, direction la Lune sur des images de Mathilde Dubois. C'est un astronaute qui te donne des consignes. C'est de plus en plus haut. Là, on est encore en phase de test pour s'habituer à la gravité lunaire. C'est assez bizarre. Je sens que ça va me faire les jambes. Lève la tête du soleil. Tombe doucement. Franchement, ça m'a fait bouger dans tous les sens. Un aller-retour sur la Lune en 15 minutes, c'est fatigant. Allez, on passe à la suite. Petite énigme en attendant la prochaine étape. Est-ce que vous savez combien fait le poids de la tenue d'un astronaute? Alors, est-ce que vous avez une petite idée de la réponse? Je me lance? Allez. 75 kilos? Eh bien, vous n'avez pas tort. Elle pèse en réalité entre 70 et 120 kilos. Entre casque, capuche, gants et bottes, la combinaison spatiale est tellement difficile à enfiler que l'habillage d'un astronaute prend plus de 4 heures. Et sinon, quelles autres découvertes on peut faire pendant ce parcours? Eh bien, vous avez toutes sortes de sciences. Cela va de la physique quantique à la géologie, en passant par la biologie. C'est surtout un apprentissage interactif et pédagogique qui va faire appel à tous vos sens. Mais attention, parfois il faudra s'armer de courage. Vous voici au cœur de la croûte terrestre. En fonction des zones, elle est épaisse de 5 à 70 km. L'ambiance se réchauffe ici, on est au cœur de la chambre magmatique. Il fait plus de 4000 degrés. Attention. Et si on va plus profond vers le noyau de la Terre, on atteint les 6000 degrés. Je crois bien que je me suis perdu dans la jungle. Et ici, pour survivre, il va falloir manger des insectes. Alors ici, on a des petits molitors, donc c'est des verres de farine. C'est très croustillant, mais j'en mangerai pas tous les jours. Hein. Et un petit digestif, du jus de pomme avec de la spiruline. C'est pas mal. Et on ira jusque la fosse des Mariannes, le point le plus profond de l'océan.
11 000 mètres de profondeur. On est parti. À 1000 mètres de profondeur, nous entrons dans le royaume de l'obscurité absolue. Il ne reste plus du tout de lumière en provenance du soleil. Ici, une grande partie des êtres vivants sont aveugles. Et ça donne envie pour celles et ceux qui voudraient s'y rendre. Que doivent-ils savoir? Comptez environ 2 heures pour une sortie complète en famille ou entre amis. Pour les tarifs, ils varient de 11 € pour les plus jeunes jusqu'à 19 € pour les adultes. Beaucoup de surprises vous attendent, comme les secrets de l'électromagnétisme ou ceux de l'anatomie, mais ce n'est pas tout. À côté de toutes ces expériences, vous avez aussi beaucoup d'espace pour sensibiliser les gens. Globalement, on se prend vite au jeu. Je me demande même si je vais passer de devenir astronaute. Merci Azid, en tout cas si la NASA a besoin de quelqu'un, ils peuvent compter sur vous. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Au revoir, merci à tous. Tout de suite, la météo d'Aurélie Bernard.